Le pouvoir de la résilience. Transforme ta douleur en force incontrôlable. Introduction. Tu sais ce qui différencie vraiment les gens qui réussissent de ceux qui restent coincés dans la médiocrité? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est la capacité à transformer la douleur en puissance. C'est la résilience, cette force intérieure qui te permet de te relever chaque fois que la vie te met à genoux. Aujourd'hui, je vais te montrer comment développer cette résilience qui transforme les victimes en guerriers, comment prendre tes blessures les plus profondes et les convertir en une force incontrôlable. Parce que la vérité, c'est que tout le monde souffre. Tout le monde traverse des moments difficiles. Mais seuls quelques-uns choisissent de transformer cette souffrance en carburant pour leur ascension. Tu vois, la résilience n'est pas quelque chose avec laquelle tu nais. C'est un muscle que tu développes. C'est une compétence que tu affines chaque fois que tu choisis de te lever plutôt que de rester au sol. Et si tu es prêt à faire ce travail, si tu es prêt à embrasser cette transformation, ta vie ne sera plus jamais la même. Partie 1. Comprendre la nature de la douleur. Commençons par une vérité fondamentale que personne ne veut entendre. La douleur est inévitable. Point final. Tu vas souffrir, tu vas échouer, tu vas perdre des choses et des gens qui comptent pour toi. C'est la réalité de l'existence humaine et aucune quantité de pensée positive ne changera ça. Mais voici où ça devient intéressant. Même si la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. La différence? La douleur, c'est ce qui t'arrive. La souffrance, c'est l'histoire que tu te racontes sur cette douleur. C'est la signification que tu lui donnes. C'est le choix que tu fais de rester dans cette émotion ou de l'utiliser comme tremplin. Pense à ça une seconde. Deux personnes peuvent vivre exactement la même expérience traumatique. L'une va passer le reste de sa vie prisonnière de ce moment, utilisant ce traumatisme comme excuse pour ne jamais vraiment vivre. L'autre va prendre cette même expérience et la transformer en mission, en passion, en raison de devenir plus fort. Quelle est la différence? Leur interprétation, leur choix, leur résilience. La première erreur que font les gens, c'est d'essayer d'éviter la douleur à tout prix. Ils construisent leur vie entière autour de la prévention de l'inconfort. Ils restent dans des situations médiocres parce que changer ferait mal. Ils évitent les conversations difficiles. Ils refusent de prendre des risques. Et tu sais quoi? Ils souffrent quand même. Parce que tu ne peux pas échapper à la douleur. Tu peux seulement choisir quel type de douleur tu vas endurer. Il y a la douleur de la discipline et il y a la douleur du regret. La douleur de pousser au-delà de tes limites et la douleur de regarder ta vie passer sans jamais avoir vraiment essayé. La douleur de la croissance et la douleur de la stagnation. Tu vas choisir l'une ou l'autre. Il n'y a pas de troisième option. Voici ce que j'ai appris après avoir traversé mes propres enfers. La douleur porte un message. Elle est là pour te montrer quelque chose sur toi-même, sur ta vie, sur ce qui doit changer. Mais la plupart des gens n'écoutent jamais ce message parce qu'ils sont trop occupés à essayer de faire taire la douleur avec des distractions, avec l'alcool, avec les drogues, avec le travail excessif, avec n'importe quoi qui les empêche de ressentir vraiment. Mais quand tu as le courage d'entrer dans ta douleur plutôt que de la fuir, quand tu as la force de t'asseoir avec elle et de l'interroger, c'est là que la magie commence, c'est là que la transformation devient possible. Parce que cette douleur que tu as évitée pendant si longtemps, elle contient exactement les leçons dont tu as besoin pour devenir la personne que tu es censé être. Pense aux moments les plus difficiles de ta vie. Pense aux échecs les plus douloureux, aux pertes les plus dévastatrices. Maintenant, pose-toi cette question honnêtement. Qu'est-ce que ces expériences t'ont appris? Comment t'ont-elles changé? Qui es-tu devenu à cause d'elles? Parce que je parie que si tu es vraiment honnête, tu admettras que certaines de tes plus grandes forces sont nées de tes plus grandes douleurs. Le problème, c'est que nous vivons dans une culture qui te vend un mensonge. Ce mensonge dit que tu devrais être heureux tout le temps, que si tu ne l'es pas, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, que la vie devrait être facile, confortable, sans friction, et quand la douleur arrive,
parce qu'elle arrive toujours, tu penses que tu as échoué, que tu es brisé, que quelque chose ne va pas. Mais voici la vérité. La douleur ne signifie pas que tu es brisé, elle signifie que tu es vivant. Elle signifie que tu as assez osé pour essayer quelque chose qui comptait. Elle signifie que tu t'es suffisamment investi pour que la perte fasse mal. Et c'est magnifique dans sa propre façon brutale. La résilience commence quand tu changes ta relation avec la douleur, quand tu arrêtes de la voir comme ton ennemi et que tu commences à la voir comme ton enseignante. Quand tu comprends que la douleur n'est pas un obstacle sur ton chemin, elle est le chemin. Elle est ce qui te forge, ce qui te teste, ce qui révèle de quoi tu es vraiment fait. J'ai vu des gens détruits par des situations qui auraient fait à peine scier d'autres. Et j'ai vu des gens se relever de tragédies qui auraient anéanti n'importe qui. La différence n'était pas dans ce qui leur est arrivé. La différence était dans leur capacité à trouver du sens dans leur douleur, à l'utiliser plutôt que d'être utilisé par elle. Alors voici ta première tâche sur ce voyage vers la résilience. Arrête de combattre ta douleur. Arrête d'essayer de la faire disparaître. Arrête de te dire que tu ne devrais pas te sentir comme ça. Au lieu de cela, demande-toi, qu'est-ce que cette douleur? Essaie de m'enseigner. Qu'est-ce qu'elle me montre sur ce qui doit changer? Comment puis-je utiliser ceci pour devenir plus fort? Parce que quand tu fais ce changement, quand tu passes de victime de ta douleur à étudiant de ta douleur, tout change. Soudain, cette chose qui te détruisait devient la chose qui te construit. Cette expérience qui t'écrasait devient le poids qui te rend plus fort. Et tu commences à réaliser quelque chose de profond. Tu n'es pas brisé. Tu es en train d'être forgé. Partie 2. Les piliers de la résilience mentale. Maintenant que tu comprends la nature de la douleur, parlons de la construction de la résilience. Parce que la résilience n'est pas un trait de personnalité que certains ont et d'autres pas. C'est un système, c'est une série de compétences et d'habitudes mentales que tu peux développer intentionnellement. Le premier pilier de la résilience, c'est l'acceptation radicale. Et attention, l'acceptation ne signifie pas la résignation. Elle ne signifie pas que tu es d'accord avec ce qui s'est passé ou que tu arrêtes de vouloir que les choses changent. L'acceptation signifie que tu arrêtes de gaspiller ton énergie à combattre la réalité de ce qui est. Tu vois, une énorme partie de notre souffrance vient du fait que nous résistons à ce qui est déjà arrivé. Nous rejouons l'événement dans nos têtes en pensant à ce qui aurait pu être différent. Nous nous demandons « Pourquoi moi ?» encore et encore. Nous refusons de croire que cette chose que nous ne voulions pas s'est réellement produite. Et toute cette résistance nous maintient coincés dans la douleur. L'acceptation radicale dit « Ceci s'est produit, je ne l'aime pas, je n'en voulais pas, mais c'est réel, et le combattre ne le changera pas. Alors qu'est-ce que je fais maintenant ?» C'est un passage du « Pourquoi est-ce arrivé ?» au « Maintenant que c'est arrivé, comment puis-je y répondre ?» Ce changement libère une énergie incroyable. Toute cette force que tu utilisais pour résister à la réalité devient soudainement disponible pour la créer. Au lieu de te battre contre ce qui était, tu peux investir dans ce qui sera. Et c'est là que la résilience commence vraiment. Le deuxième pilier, c'est la mentalité de croissance. Les personnes résilientes voient chaque échec comme un feedback, chaque recul comme une opportunité d'apprentissage. Ils ne se demandent pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Ils demandent « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» C'est une distinction fondamentale. Quand tu vois les défis comme des menaces, ton cerveau entre en mode survie. Tu deviens défensif, réactif, fermé. Mais quand tu vois les défis comme des opportunités de croissance, tu restes ouvert, curieux, adaptable. Tu passes de la victime à l'apprenant, du passif à l'actif. J'ai fait faillite 2 fois dans ma vie. 2 fois, j'ai tout perdu. L'argent, la réputation, le respect. La première fois, je me suis effondré. Je me suis apitoyé sur mon sort. J'ai blâmé tout le monde, sauf moi-même. Et j'ai stagné dans cette amertume pendant des années, n'apprenant rien, ne grandissant pas. La deuxième fois, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai sorti un cahier et j'ai écrit «
Qu'est-ce que cette expérience m'enseigne sur les affaires, sur la gestion de l'argent, sur la confiance, sur moi-même? Et tu sais quoi? Ce carnet s'est rempli de leçons qui valaient bien plus que l'argent que j'avais perdu. Ces leçons sont devenues la fondation du succès que j'ai construit après. Le troisième pilier, c'est la connexion. Et ça, c'est crucial. L'une des plus grandes erreurs que font les gens dans la douleur, c'est de s'isoler. Ils pensent qu'ils doivent traverser ça seuls. Ils ont honte de leur souffrance. Ils ne veulent pas être un fardeau. Alors ils s'enferment, ils coupent les liens et leur douleur les consume dans l'isolement. Mais voici ce que montre la recherche. La résilience n'est pas une entreprise solo. Les personnes les plus résilientes au monde ont toutes une chose en commun. Elles ont des connexions solides avec d'autres. Elles ont des gens à qui parler, des gens qui les soutiennent, des gens qui leur rappellent qui ils sont quand ils l'oublient eux-mêmes. Tu n'as pas besoin d'une armée. Tu as besoin d'une ou deux personnes qui te connaissent vraiment, qui t'acceptent complètement, à qui tu peux montrer tes parties brisées sans jugement. Des personnes qui ne vont pas essayer de réparer ta douleur, mais qui vont simplement être présentes avec toi dedans. Si tu n'as pas ces personnes dans ta vie, ton travail le plus important dès maintenant est de commencer à les construire, ces connexions. Rejoins des groupes, participe à des communautés, sois vulnérable d'abord, parce que tu ne peux pas faire ça seul, et tu n'es pas censé le faire. Le quatrième pilier, c'est le sens. Les personnes résilientes trouvent du sens dans leur souffrance. Elles trouvent une raison pour laquelle ça en valait la peine de survivre. Elles prennent leur douleur et elles en font quelque chose d'utile, une mission, une cause, une façon d'aider les autres qui traversent la même chose. Pense aux organisations les plus puissantes qui luttent contre les maladies, l'injustice, la violence. La plupart ont été fondées par des personnes qui ont vécu personnellement cette souffrance. Ils ont pris leur douleur et l'ont transformée en objectif. Leur blessure est devenue leur œuvre. Tu n'as pas besoin de créer une organisation, mais tu as besoin de trouver un moyen pour que ta douleur serve quelque chose de plus grand que toi-même. Peut-être que c'est en aidant une autre personne qui traverse la même chose. Peut-être que c'est en créant de l'art qui exprime ce que tu as ressenti. Peut-être que c'est simplement en vivant ta vie d'une façon qui honore ce que tu as survécu. Quand ta douleur a un sens, elle devient supportable. Plus que ça, elle devient puissante. Elle cesse d'être cette chose aléatoire et cruelle qui t'est arrivée et devient une partie significative de ton histoire, de ton identité, de ta contribution au monde. Le cinquième pilier, c'est la discipline physique. Tu ne peux pas séparer la résilience mentale de la santé physique. Ton cerveau est un organe dans ton corps, et quand ton corps va mal, ton esprit va mal aussi. Les personnes résilientes bougent leur corps. Elles font de l'exercice, non pas pour l'apparence, mais parce qu'elles savent que le mouvement physique métabolise le stress émotionnel. Elles savent que quand tu entraînes ton corps à faire des choses difficiles, tu entraînes aussi ton esprit à traverser des difficultés. Elles dorment suffisamment parce qu'elles savent que le manque de sommeil détruit la régulation émotionnelle. Elles nourrissent leur corps avec de vrais aliments parce qu'elles comprennent que la santé mentale et la santé intestinale sont intimement liées. Ce ne sont pas des bonus, ce sont des fondations. Si tu es dans un moment sombre dès maintenant et que tu ne fais rien, d'autres fais ceci. Bouge ton corps chaque jour pendant au moins 20 minutes. Marche, cours, soulève des poids, danse, peu importe. Juste bouge. Parce que le mouvement crée du momentum et le momentum crée de l'espoir. Le sixième pilier, c'est la pratique spirituelle. Et non, je ne parle pas nécessairement de religion, même si cela peut l'être pour toi. Je parle d'une pratique qui te connecte à quelque chose de plus grand que ton ego, que ta situation actuelle, que ta douleur. Ça peut être la méditation, ça peut être la prière, ça peut être le temps dans la nature, ça peut être la musique ou l'art. Peu importe ce qui te sort de ta tête et te place dans une perspective plus large. Les personnes résilientes ont ce point d'ancrage. Elles ont ce lieu où elles peuvent aller quand tout s'effondre, ce lieu qui leur rappelle que leurs problèmes actuels, aussi dévastateurs qu'ils puissent paraître, font partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Cette perspective ne minimise pas leur
Douleur, elle la contextualise d'une façon qui la rend gérable. Le septième pilier, c'est la routine. Quand ta vie s'effondre, quand tout semble chaotique et hors de contrôle, la routine devient ton encre. Elle crée des îlots de prévisibilité dans l'océan de l'incertitude. Les personnes résilientes construisent des routines non négociables, surtout dans les moments difficiles. Elles se lèvent à la même heure. Elles font leur lit. Elles suivent le même rituel matinal. Pas parce qu'elles sont rigides, mais parce qu'elles savent que quand tout le reste s'écroule, ces petites actions cohérentes leur donnent un sens de contrôle et de normalité. Ta routine n'a pas besoin d'être élaborée. Elle doit juste être cohérente. Et elle doit inclure les choses qui alimentent ta résilience, le mouvement, la connexion, la nutrition, le repos. Ces piliers ne sont pas négociables, surtout quand tu as l'impression de ne pas en avoir besoin. C'est exactement quand tu en as le plus besoin. Partie 3. Transformer la douleur en puissance. Maintenant, parlons de l'alchimie. Comment prendre réellement la matière première de ta douleur et la transformer en quelque chose de précieux. Parce que c'est là que la vraie magie de la résilience se produit. La première étape, c'est l'extraction de la leçon. Chaque expérience douloureuse contient des informations précieuses sur toi, sur le monde, sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ton travail est d'extraire ces leçons consciemment. Voici un exercice puissant. Prends la pire chose qui te soit jamais arrivée ou la chose difficile que tu traverses maintenant et complète ces phrases. Cette expérience m'a appris que je suis plus fort que... Cette expérience m'a montré que je ne tolérerai plus jamais. Cette expérience m'a enseigné sur les gens que... Cette expérience m'a révélé sur moi-même que... Cette expérience m'a donné la compétence ou la force de... Quand tu fais cet exercice honnêtement, quelque chose de remarquable se produit. Tu commences à voir que même les pires moments de ta vie t'ont donné quelque chose de valeur. Pas que ça en valait la peine. Tu n'as pas à être reconnaissant pour le traumatisme. Mais tu peux reconnaître ce que tu as gagné à travers lui. La deuxième étape, c'est l'identification de ta force cachée. Dans chaque blessure que tu portes, il y a une force correspondante que tu as développée. Le gamin qui a été rejeté a appris l'autosuffisance. La personne qui a été trahie a développé un détecteur de mensonges finement ajusté. Celui qui a survécu à l'abus a une force intérieure qui est tout simplement surhumaine. Ces forces ne justifient pas ce qui t'est arrivé, mais elles sont réelles et elles t'appartiennent maintenant. Et quand tu apprends à les voir et à les nommer, tu commences à comprendre que tu n'es pas simplement un survivant de ton passé. Tu es un produit de ton passé, forgé par lui en quelque chose d'unique et de puissant. Demande-toi, quelle force ai-je développée en réponse à ma douleur, ou suis-je plus sage, plus compatissant, plus résilient, plus conscient qu'avant? Comment puis-je maintenant utiliser ces forces pour créer de la valeur dans le monde? La troisième étape, c'est la réécriture du récit. Tu vois, nous nous racontons tous des histoires sur nos vies. Ces histoires déterminent notre identité. Et l'histoire que tu te racontes sur ta douleur, que tu en es la victime ou le héros, détermine si cette douleur te détruit ou te définit. La plupart des gens se racontent une histoire de victime. Ceci m'est arrivé et maintenant je suis brisé. Ceci m'est arrivé et maintenant je ne pourrai jamais. Cette histoire te garde coincé. Elle fait de ta douleur une prison à vie. Mais tu peux réécrire cette histoire. Tu peux dire « Ceci m'est arrivé et j'ai survécu. Ceci m'est arrivé et ça m'a montré de quoi je suis fait. Ceci m'est arrivé et maintenant j'utilise ce que j'ai appris pour... » Cette histoire te libère. Elle fait de ta douleur un chapitre dans une histoire plus grande de transformation et de triomphe. Je ne dis pas que tu devrais prétendre que les mauvaises choses ne se sont pas produites. Je ne dis pas que tu devrais minimiser ou nier ta douleur. Je dis que tu as le pouvoir de choisir ce que cette douleur signifie dans le contexte plus large de ta vie. Tu es l'auteur de ton histoire et tu peux décider si tu es la victime ou le héros. La quatrième étape, c'est la transmutation en service. Voici une des vérités les plus puissantes que je connaisse. La douleur qui n'est pas transformée est transmise. Si tu ne métabolises pas ta souffrance,
Si tu ne la transformes pas en quelque chose de constructif, tu finiras par la projeter sur les autres, ta famille, tes enfants, tes collègues. Mais quand tu prends ta douleur et que tu trouves un moyen de servir les autres avec elle, la magie se produit. Soudain, cette chose qui te détruisait devient la chose qui te donne de l'objectif. Ta blessure devient ton don. Ton épreuve devient ton témoignage. Pense aux thérapeutes qui ont eux-mêmes vécu la dépression, aux conseillers en toxicomanie qui sont d'anciens addicts, aux mentors commerciaux qui ont fait faillite. Leur crédibilité, leur compassion, leur perspicacité, tout cela vient de leur propre douleur transformée. Ils ont pris la pire chose qui leur soit arrivée et en ont fait leur plus grand atout. Tu n'as pas besoin d'en faire une carrière, mais tu peux trouver un moyen pour que ton expérience aide quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est en partageant ton histoire, peut-être que c'est en étant le soutien pour quelqu'un qui traverse ce que tu as traversé, peut-être que c'est en créant quelque chose, un livre, une chanson, une œuvre d'art, qui exprime ce que tant d'autres ressentent mais ne peuvent pas articuler. Quand tu fais cela, quelque chose de profond se produit. Ta douleur cesse d'être une charge que tu portes et devient un pont que tu construis. Elle cesse d'être un poise-mort et devient une force vivante qui crée du changement positif dans le monde. Et c'est la transformation ultime de la victime au guérisseur, du blessé au guérisseur. La 5e étape, c'est l'engagement à la croissance post-traumatique. Tu as probablement entendu parler du trouble de stress post-traumatique. Mais as-tu entendu parler de la croissance post-traumatique ? C'est un phénomène réel et bien documenté où les gens ne se contentent pas de se remettre d'un traumatisme. Ils grandissent réellement à travers lui. Ils en émergent plus forts, plus sages, plus compatissants qu'avant. Voici ce qui distingue ces personnes. Elles font un choix conscient de chercher la croissance. Elles se demandent activement « Comment puis-je utiliser ceci ? Qu'est-ce qui essaie d'émerger en moi à travers cette expérience ?» Elles traitent leur traumatisme non comme une sentence, mais comme une invitation à devenir quelqu'un de nouveau. Cet engagement n'est pas fait une fois. Il est fait tous les jours. Chaque jour, tu choisis « Est-ce que je vais me laisser définir par ce qui m'est arrivé ou est-ce que je vais me définir par comment j'ai répondu à ce qui m'est arrivé ?» La 6e étape, c'est le pardon, mais pas de la façon dont tu le penses. Le pardon n'est pas pour la personne qui t'a blessé. Il ne s'agit pas de les excuser ou d'oublier ou de prétendre que ça va. Le pardon consiste à libérer l'emprise que cette personne ou cet événement a encore sur toi. Quand tu rumines sur ce qui t'est arrivé, quand tu rejoues encore et encore la scène dans ta tête, quand tu fantasmes sur la vengeance, cette personne ou cet événement contrôle encore ta vie. Tu leur donnes de l'espace gratuit dans ta tête. Tu leur permets de continuer à te blesser encore et encore. Le pardon dit « Je ne te permets plus de contrôler mon présent. Ce qui s'est passé et je ne peux pas le changer. Mais je peux choisir de ne plus laisser cela déterminer mon futur. » C'est un acte de libération personnelle, pas d'absolution de l'autre. Et soyons clairs, le pardon est un processus, pas un événement unique. Tu vas peut-être devoir choisir le pardon encore et encore. Mais chaque fois que tu fais ce choix, tu reprends un peu plus de ton pouvoir. Tu récupères un peu plus de ton énergie pour créer plutôt que pour ruminer. Partie 4. Construire une vie antifragile. Maintenant que nous avons parlé de transformer la douleur passée, parlons de te préparer pour les inévitables défis. Futur. Parce que la vraie résilience n'est pas seulement rebondir après les coups, c'est construire une vie qui devient réellement plus forte grâce au stress et à l'adversité. C'est ce que Nassim Taleb appelle l'antifragilité. Le fragile se brise sous le stress. Le résilient résiste au stress, mais l'antifragile devient plus fort avec le stress. Et tu peux construire une vie antifragile en suivant ces principes. Le premier principe, c'est l'exposition progressive. Tu ne construis pas la résilience en t'enveloppant dans du coton et en évitant tout risque. Tu la construis en t'exposant intentionnellement à l'inconfort, de façon progressive et contrôlée. C'est comme l'entraînement en force. Tu ne commences pas en soulevant 300 kilos.
Tu commences avec un poids que tu peux gérer et tu augmentes progressivement la résistance. Chaque fois que tu soulèves, tu crées des micro-déchirures dans tes muscles et quand ils se réparent, ils reviennent plus forts. C'est pareil pour la résilience mentale. Tu cherches intentionnellement des défis légèrement au-delà de ta zone de confort. Des conversations difficiles, des projets qui t'étirent, des situations qui te font peur mais pas te terrifier. Et chaque fois que tu les traverses, tu prouves à toi-même que tu en es capable et ta zone de confort s'élargit. Le deuxième principe, c'est la redondance. Les systèmes fragiles ont des points de défaillance uniques. Une chose qui, si elle casse, fait s'effondrer tout le système. Les systèmes antifragiles ont de multiples sauvegardes. Applique ceci à ta vie. Ne laisse pas toute ta valeur personnelle reposer sur une seule chose, ton travail, ta relation, ton apparence. Construis plusieurs sources d'identité et de sens. Ne laisse pas tout ton revenu venir d'une seule source. Ne laisse pas toutes tes connexions sociales dépendre d'un seul groupe ou d'une seule personne. Quand tu as de la redondance, une perte individuelle, même si elle fait mal, ne te détruit pas. Tu as d'autres fondations sur lesquelles te tenir pendant que tu te rétablis et te reconstruis. Le troisième principe, c'est l'optionnalité. Garde tes options ouvertes. Ne mets pas tous tes œufs dans un seul panier. Ne t'engage pas si complètement dans une voie que tu ne peux pas pivoter si les choses changent. Cela ne signifie pas être non engagé ou superficiel. Cela signifie être stratégique. Cela signifie développer des compétences transférables plutôt que hyper spécialisées. Cela signifie construire un réseau diversifié. Cela signifie économiser de l'argent pour que tu aies des options quand des opportunités ou des crises se présentent. Les personnes avec des options peuvent prendre des risques que d'autres ne peuvent pas. Elles peuvent quitter les situations toxiques. Elles peuvent dire non aux choses qui ne leur conviennent pas. Cette liberté elle-même est une forme de résilience. Le quatrième principe, c'est l'apprentissage continu. Le monde change. Ce qui a fonctionné hier pourrait ne pas fonctionner demain. Les personnes qui stagnent dans leurs compétences et leurs connaissances deviennent fragiles face au changement. Les personnes qui apprennent constamment deviennent antifragiles. Le changement devient une opportunité plutôt qu'une menace. Fais de l'apprentissage une pratique non négociable. Lis largement. Apprends de nouvelles compétences. Cherche des perspectives qui défient tes suppositions. Reste curieux. Parce que quand tu es en mode apprentissage, tu es en mode croissance. Et quand tu es en mode croissance, tu ne peux pas être brisé, tu peux seulement être défié à devenir plus. Le cinquième principe, c'est l'expérimentation à faible coût. Essaie beaucoup de choses où l'inconvénient est limité, mais le potentiel est illimité. Commence des projets parallèles, teste des idées, aie des conversations avec des gens en dehors de ton cercle habituel. Visite de nouveaux endroits. Lis des livres en dehors de ton genre habituel. La plupart de ces expériences ne mèneront nulle part, et c'est bien. Mais de temps en temps, l'une va ouvrir une porte que tu ne savais même pas qui existait. Une va révéler un nouveau chemin, une nouvelle passion, une nouvelle opportunité. Et parce que le coût de l'essai était faible, tu peux te permettre d'échouer fréquemment jusqu'à ce que tu réussisses spectaculairement. Le sixième principe, c'est la communauté. J'ai déjà mentionné cela comme un pilier de la résilience, mais c'est aussi central pour l'antifragilité. Les loups solitaires sont fragiles, les meutes sont antifragiles. Investis du temps et de l'énergie dans la construction de véritables relations. Pas seulement des réseaux transactionnels, mais de véritables amitiés où vous vous souciez réellement les uns des autres. Sois le genre de personne qui se présente pour les autres et construis un cercle de personnes qui se présentent pour toi. Quand les temps sont durs, et ils le seront, ces relations seront ce qui te permettra de traverser. Elles fourniront les ressources, les perspectives, le soutien émotionnel et les opportunités que tu ne peux pas créer seul. Le septième principe, c'est la santé comme fondation. Tout repose sur ta santé, mentale, physique, émotionnelle. Quand ta santé s'effondre, tout le reste devient exponentiellement plus difficile. Quand ta santé est solide, tu peux gérer à peu près tout.
Traite ta santé non comme un luxe, mais comme une infrastructure critique. Dors suffisamment. Bouge ton corps. Mange de vrais aliments. Gère ton stress. Cherche de l'aide quand tu en as besoin. Ce ne sont pas des indulgences, ce sont des investissements dans ta capacité à gérer tout ce que la vie te lance. Le 8e principe, c'est la réflexion régulière. Les personnes antifragiles ont une pratique consistante de regarder en arrière sur leurs expériences et d'extraire des leçons. Elles tiennent des journaux, elles font des bilans réguliers. Elles se demandent « qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Comment vais-je ajuster ?» Sans réflexion, tu répètes les mêmes erreurs. Tu ne convertis pas l'expérience en sagesse. Mais avec la réflexion, chaque expérience, bonne ou mauvaise, devient des données qui te rendent plus intelligent, plus stratégique, plus efficace. Prends juste 15 minutes chaque semaine pour réfléchir. Écris ce qui s'est passé, comment tu t'es senti, ce que tu as appris. Cette pratique simple te donnera un retour sur investissement ridicule en termes de croissance et de développement. Partie 5. La pratique quotidienne de la résilience. Parlons maintenant du pratique. Comment intégrer réellement la résilience dans ta vie quotidienne? Parce que la résilience n'est pas quelque chose que tu invoques occasionnellement en cas de crise. C'est quelque chose que tu construis tous les jours à travers des pratiques délibérées. Première pratique. Commence ta journée avec l'intention. Avant de consulter ton téléphone, avant de commencer à réagir aux demandes du monde, prends 5 minutes pour définir l'intention de ta journée. Demande-toi, qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte vraiment? Comment vais-je répondre quand les choses deviennent difficiles? Cette pratique simple crée un espace entre le stimulus et la réponse. Elle active ton cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable des choix intentionnels, plutôt que de te laisser opérer entièrement sur la réaction automatique. C'est un moment de souveraineté avant que le chaos de la journée ne commence. Deuxième pratique, construis une tolérance à l'inconfort. Chaque jour, fais quelque chose de légèrement inconfortable. Prends une douche froide, fais un entraînement difficile et la conversation difficile que tu as évitée. Assieds-toi en silence pendant 10 minutes sans aucune distraction. L'inconfort n'est pas l'ennemi. Éviter l'inconfort l'est. Quand tu construis volontairement une tolérance à l'inconfort dans des domaines sûrs et contrôlables, tu entraînes ton système nerveux à rester calme face aux défis. Tu te prouves chaque jour que tu peux gérer des choses difficiles. Et cette confiance se transfère à tous les domaines de ta vie. Troisième pratique. Pratique la gratitude, surtout quand c'est difficile. Je sais. La gratitude peut sembler cliché ou simpliste. Mais écoute-moi bien, la gratitude n'est pas une pensée positive ou une négation de tes problèmes réels. C'est un choix délibéré de remarquer ce qui fonctionne même quand beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Voici pourquoi c'est puissant. Ton cerveau a un biais de négativité. Il est conçu pour se concentrer sur les menaces et les problèmes parce que c'est ce qui gardait nos ancêtres en vie. Mais dans le monde moderne, ce biais nous rend malheureux et dépassés. La pratique de la gratitude est un entraînement intentionnel pour équilibrer ce biais. Chaque jour, écris 3 choses spécifiques pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas juste « ma famille », trop vague, mais de la façon dont mon partenaire m'a apporté du café ce matin sans que je le demande, ou que mes jambes m'ont porté lors de ma course, même si j'étais fatigué. La spécificité entraîne ton cerveau à remarquer les bonnes choses réellement présentes. Quatrième pratique, connecte chaque jour. Aie au moins une interaction significative avec un autre être humain chaque jour. Pas seulement un texte transactionnel ou un email de « un travail », une vraie connexion où tu vois et tu es vu. Cela peut être un appel de 10 minutes avec un ami, un dîner sans téléphone avec ta famille, une conversation authentique avec un collègue sur quelque chose de plus profond que le travail. Ces moments de connexion remplissent un besoin fondamental et te rappellent que tu n'es pas seul dans tout ça. L'isolement tue la résilience. La connexion la nourrit. Fais-en une priorité, surtout quand tu as l'impression de ne pas en avoir le temps ou l'énergie. C'est exactement
quand tu en as le plus besoin. Cinquième pratique, bouge ton corps de façon qui te défie. L'exercice n'est pas seulement pour la santé physique, c'est l'un des outils les plus puissants pour la résilience mentale. Quand tu pousses ton corps, au-delà de ce qui est confortable, tu développes une preuve tangible que tu peux gérer des choses difficiles. Tu n'as pas besoin de t'entraîner pour un marathon ou de devenir un culturiste. Tu as juste besoin de bouger de façon qui nécessite un effort, qui te met légèrement mal à l'aise. Cela pourrait être une marche rapide, une session de yoga, de la musculation, n'importe quoi qui fait travailler ton corps. L'astuce est la cohérence. Il vaut mieux s'entraîner 20 minutes chaque jour que 2 heures une fois par semaine. Parce que la résilience est construite à travers l'accumulation de petits défis surmontés, pas par des efforts héroïques occasionnels. Sixième pratique, limite tes distractions. Nous vivons à une époque de distraction infinie. Des notifications, des médias sociaux, des actualités, du divertissement en streaming. Il y a toujours quelque chose qui se bat pour ton attention. Et chaque fois que tu donnes ton attention à ces distractions, tu abandonnes ta souveraineté. La résilience requiert la capacité à se concentrer, à être présent, à rester avec l'inconfort sans chercher à s'échapper. Mais tu ne peux pas développer cette capacité si tu cherches constamment un soulagement des sensations inconfortables, en faisant défiler ton fil d'actualité. Crée des fenêtres de temps chaque jour où tu es complètement déconnecté des distractions numériques. Commence par juste 30 minutes. Utilise ce temps pour lire, réfléchir, créer ou simplement être. Remarque la pulsion de vérifier ton téléphone et choisis de ne pas le faire. Chaque fois que tu fais ce choix, tu renforces ta capacité à rester avec l'inconfort. Septième pratique, réfléchis avant de dormir. Prends 5 minutes avant de dormir pour réfléchir sur ta journée, pas pour juger ou critiquer, mais pour remarquer. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui a été difficile? Comment ai-je répondu? Qu'est-ce que j'ai appris? Cette pratique crée une boucle de rétroaction entre l'expérience et l'apprentissage. Elle t'empêche de juste vivre en mode automatique, en répétant les mêmes schémas sans conscience. Elle transforme chaque jour en une opportunité de croissance. Huitième pratique, dors suffisamment. Je ne peux et pas assez insister là-dessus. Le manque de sommeil détruit la résilience. Il détériore la régulation émotionnelle, la fonction cognitive, la santé physique, tout. Tu ne peux pas compenser un mauvais sommeil avec plus de café ou plus d'efforts. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Fais du sommeil une priorité non négociable. Vise 7 à 9 heures. Crée une routine nocturne qui signale à ton corps qu'il est temps de se détendre. Garde ta chambre fraîche et sombre. Limite l'exposition aux écrans avant le coucher. Traite le sommeil comme l'investissement dans la performance et la résilience qu'il est réellement. Conclusion. Voilà la vérité sur la résilience. Ce n'est pas un trait de personnalité fixe que tu as ou que tu n'as pas. Ce n'est pas quelque chose que seules les personnes spéciales possèdent. C'est un ensemble de compétences, d'habitudes et de choix que tu peux développer à partir d'aujourd'hui. Peu importe où tu commences. Tu vas tomber, tu vas échouer, tu vas traverser des périodes où tout semble sans espoir. Cela fait partie de l'être humain. La question n'est pas si cela va arriver. La question est comment tu vas répondre quand cela arrive. Tu peux te replier sur toi-même, tu peux te faire victime, tu peux utiliser ta douleur comme excuse pour ne jamais vraiment essayer, ou tu peux faire quelque chose de différent. Tu peux regarder ta douleur dans les yeux et demander « Qu'es-tu ici pour m'enseigner? Comment puis-je utiliser ceci? Comment puis-je en sortir ?» Anne plus fort. Ce choix, transformer la douleur en puissance, la souffrance en force, les blessures en sagesse, c'est le choix qui sépare ceux qui survivent simplement à la vie de ceux qui la maîtrisent vraiment. Et c'est un choix disponible pour toi dès maintenant, dans ce moment exact. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir fort. Tu commences là où tu es, avec ce que tu as, et tu fais le prochain petit pas. Tu te lèves un jour de plus. Tu essaies une chose de plus. Tu choisis la croissance
plutôt que l'amertume, une fois de plus. Et jour après jour, choix après choix, tu construis quelque chose de remarquable. Tu deviens quelqu'un que la vie ne peut pas briser. Quelqu'un qui se penche dans les défis plutôt que de les fuir. Quelqu'un qui utilise chaque obstacle comme un tremplin vers quelque chose de plus grand. Ce n'est pas facile. Personne n'a jamais dit que ça le serait. Mais c'est possible. Et c'est tellement plus gratifiant que l'alternative. Une vie passée à éviter l'inconfort, à fuir les défis, à se demander ce qui aurait pu être si seulement tu avais eu le courage d'essayer. Tu as cette force en toi dès maintenant. Elle a toujours été là. Elle attend juste que tu fasses le choix de la revendiquer. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu rester coincé dans les histoires de tes blessures passées? Ou vas-tu écrire un nouveau chapitre où tu prends toute cette douleur et tu en fais quelque chose de beau, de puissant, d'incontrôlable? Le choix, comme toujours, est le tien. Mais je te promets ceci, si tu choisis la résilience, si tu t'engages à transformer ta douleur en puissance, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne seras plus jamais le même. Et c'est la transformation la plus précieuse que tu puisses faire. Alors lève-toi, époussette-toi, prends ce prochain souffle, fais ce prochain pas, parce que tu n'es pas fait pour être brisé, tu es fait pour être forgé. Et la forge est chaude dès maintenant, prête à te transformer en quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qu'il faut, c'est que tu dises « oui ».